Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 5 de la 5e saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Je suis ravie de te retrouver. Je sais que tu as passé un week-end à Lisieux. Je vais te demander ce que tu as fait. Mais moi, avant, je vais te raconter ce que j'ai fait ce matin. Ah, dis-moi tout. Alors, ce matin, j'ai décidé de descendre l'escalier. Mais descendre un escalier, il faut savoir que c'est super dangereux. J'avais des espadrilles. Normalement, tout va bien. Sauf que j'avais de l'eau sous les espadrilles. Et donc, j'ai glissé, j'ai dévalé mon escalier. J'ai super mal au bras. Voilà, bras, tête. Ouais, mais c'est super dangereux. Ouais, Et ça va? ouais, j'ai eu très très mal. Ouais, tu m'étonnes. Arnica et compagnie ou? Non, j'ai rien fait. J'ai commencé à préparer, le mimi de ce soir, j'ai continué à préparer une vidéo et j'ai écrit un article et puis il faut savoir que quand je suis tombée et bien mon chien, parce que j'ai 2 chiens, Maestro est monté dans l'escalier paniqué. Il se demandait ce que j'avais. Ah oui, j'ai eu peur que tu me dises que ton chien se soit couché sur toi, toi en mode serpillière. Non, ça va, il est juste venu s'inquiéter, voir comment t'allais. Ouais, il avait peur, ouais, ouais. Hmm. Et avant que je te parle de mon actu qui parle d'animal, comment as-tu passé ton week-end à Lisieux? Eh ben tiens, ben, avec des petites souris, vu que tu vas parler d'animal. Je t'en ai même ramené une. Ah bon? Ouais, C'est gentil. Ouais, regarde. ouais, Elle est toute mignonne. sympa! Ah, Ah ouais, ben ouais, super! ah, jolie petite souris. Donc, Ouais, c'est une souris, d'ordinateur ou parce que mais point du tout, c'est une souris en plâtre réalisée, si vous avez suivi l'émission que j'ai faite avec Stéphane Levacher et Casey, donc réalisée par un artiste parisien. De sa page Instagram, c'est Paris te sourit, jeu de mots hein, avec les petites souris. Donc on a été faire notre tournage avec Jérôme. Euh, Comme tu le sais, on fait une émission trimestrielle en immersion, donc où on va sur site pour vous faire découvrir un certain nombre de choses. Donc on s'est partagé un peu la tâche avec Jérôme. Lui, il a été à Paris faire la première partie de ce reportage, et moi la seconde partie à Lisieux, où j'ai découvert la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors je ne sais pas si tu la connais, cette basilique, mais honnêtement, elle est impressionnante, imposante, mais vraiment, j'étais sur les fesses, et en plus elle est très très récente, c'est ça qui est d'autant plus impressionnant. Et voilà, on a eu une chance pas possible, parce qu'il était censé pleuvoir, j'avais regardé la météo la veille, 90% de pluviométrie, il a pas plu. Et voilà, et notre ami Casey a mis plein de petites souris comme ça un peu partout, et c'est extraordinaire. Parce que finalement, ce qui nous expliquait pendant l'émission, ça s'est vraiment avéré, c'est que c'est un outil de communication, mais phénoménal. C'est-à-dire que les gens viennent vers toi spontanément pour pouvoir bien savoir qu'est-ce que tu fais avec ces souris, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des souris partout, etc. Et ça a ouvert beaucoup de discussions avec plein de personnes. Et donc c'était vraiment assez impressionnant. Donc voilà, je me suis dit que j'allais te ramener une petite souris de Lisieux, toi qui as 2 chiens, 3 chats ou 4, je ne sais plus. 1 chat, 2 chiens et alors c'est marrant quand tu dis ça parce que ça me fait penser à je travaille actuellement sur, on va dire, les rencontres, les applis de rencontres, la séduction, ce genre de choses pour un article et j'écoutais un coach en séduction qui disait que quand vous avez un objet dans les mains, quand vous avez ne serait-ce qu'un, je sais pas, un objet, un gâteau, un chien quand on se balade, un sac, qui vient de tel magasin, c'est un moyen pour l'autre, plus facilement d'entrer en communication avec toi. Donc si jamais tu veux offrir des situations où la personne va venir te parler, eh bien, balade-toi avec ta souris pour draguer les minettes. Voilà, bien entendu. Non, mais écoute, je te remercie du conseil, ça ira. De toute manière, la souris, elle n'est pas pour moi, elle est pour toi. Donc voilà. Après, tu en feras ce que tu veux. Avec les souris et comme ça, bah, écoutez, voilà, je vais me balader maintenant avec des souris.
et je fais des reportages, savoir ce qui se passe, est-ce que savoir ce que vous avez dans votre tête. Et d'ailleurs, tu voulais nous parler de chat? C'est exactement Si ça. exactement. Savoir ce qu'il y a dans notre tête et peut-être un petit peu ce qu'il y a savoir ce qui se passe et savoir ce qu'il y a dans la tête de nos animaux. Alors, j'ai trouvé pour ça une anecdote un petit peu insolite, c'est quand même l'émission. C'est l'histoire d'un chat. Ce chat s'appelle Rainbow parce qu'il est c'est un chat des États-Unis. Il est avec Suzanne et Benny, ses propriétaires. Ils sont en camping dans le beau parc de Yellowstone aux États-Unis. Le problème, c'est que ce joli petit chat, Rainbow, va s'échapper. Et il va s'échapper et là, ses propriétaires vont tout faire. Ils vont sortir, ils vont, l'appeler, sortir les croquettes. Ils ne vont pas le trouver, mais absolument pas. Donc au bout d'un certain temps, malheureusement, ils sont obligés de rentrer chez eux. Ils peuvent plus rester là. Ils pensent que leur chat est complètement perdu et ils ont la sensation vraiment horrible de l'abandonner. Donc pour eux, c'est un vrai drame, ce qu'on comprend. Pour ma part, j'ai déjà perdu un chat qui n'est jamais rentré. C'était absolument horrible de ne pas savoir où il était, ce qu'il faisait, ce qu'il est devenu et d'ailleurs, je ne le sais toujours pas. Et donc, ils sont repartis malheureux, ils ont vécu ça vraiment comme un traumatisme et puis, il n'y a pas très longtemps, donc ça c'était en juin, il n'y a pas très longtemps, en septembre, ils reçoivent un appel et cet appel, c'est une association qui leur dit: «On a retrouvé votre chat». Ils n'y croient pas du tout. Ils disent: «C'est pas possible», eh ben si, c'était possible. Ils ont retrouvé leur chat. Alors, il avait fait 1 300 kilomètres entre l'endroit où il était disparu, où il avait disparu, pardon, et l'endroit où il a été retrouvé. Donc là, il y a un tas de questions qui se posent. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Personne n'a la réponse, bien évidemment. Et donc ils ont retrouvé ce chat, ils sont très contents. Pendant très longtemps, ils n'ont pas voulu parler. À un moment donné, ils se sont dit: «On va partager cette histoire parce que c'est juste incroyable». Il a disparu pendant près de 60 jours et il a fait ces 1 300 kilomètres. Ce sont des histoires, figure-toi, qui arrivent quelquefois à certains propriétaires de chats, de chiens, où l'animal disparaît, on ne le retrouve pas et lui fait des kilomètres. On ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui se passe. Et alors là, ce chat a été retrouvé par la puce électronique. J'ai vu une histoire d'une américaine qui a Mais perdu son chat. alors, a avant que tu ailles sur cette histoire de l'américaine, est-ce que ce chat n'aurait pu ne pas être enlevé par, tu sais, il y a des bandes comme ça, de de l'Est qui, enlèveraient des animaux de race parce qu'ils ont un vrai coût, ces animaux-là et puis, finalement, et le chat se serait peut-être enfui et il aurait essayé de revenir effectivement chez lui, c'est comme ça qu'il aurait été retrouvé. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'un chat parcourt autant de kilomètres, avec ses petites papattes. Ben, c'est un petit peu la question que je pose à tout le monde. Alors mettez-les dans le chat pour ceux qui suivent, l'émission en avant-première. Mettez-le dans les commentaires pour ceux qui suivent l'émission par la suite. Vous savez que l'émission se retrouve le samedi soir et que vous pouvez, chatter avec nous. S'il vous plaît, donnez-nous les hypothèses. Parce que effectivement, j'ai trouvé quelques histoires comme ça, notamment une américaine qui a perdu son chat pendant 11 ans. Et là donc c'est toujours aux États-Unis, hein, donc elle n'y croyait pas du tout non plus. Elle dit: «Ce n'est pas possible, c'est pas mon chat». Le chat avait disparu. Lui aussi avait une puce électronique, donc il a été retrouvé et on ne sait pas où il était, ce qu'il faisait. Pour revenir à Rainbow, sa propriétaire, donc pensait qu'il en avait, il était très amaigri, très, très affaibli. Donc elle pensait qu'il allait pas continuer comme ça très, très longtemps. Mais ton hypothèse, je la trouve très intéressante. Je me suis énormément posé des questions, je me suis posé beaucoup de questions sur ces cas de chats qui pouvaient disparaître. Et juste pour, l'anecdote, pas personnelle, mais un petit peu, j'ai interviewé Laetitia Serrano. Je t'en ai déjà parlé, je crois. C'est une communicatrice animalière. Et cette communicatrice animalière parlait justement de ces cas de disparition de chats. Alors la communication animale, pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait, c'est de la médiumnité. Donc elle, Laetitia, elle communique avec les animaux vivants
et les animaux de l'autre côté. Elle a une particularité également qui est de mêler la psychogénéalogie à cette communication. C'est fascinant, vous retrouverez, je vais travailler bientôt, cette belle interview que vous retrouvez sur ma chaîne et elle a donc cette particularité-là de la psychogénéalogie mêlée à ses communications, lui fait montrer que la position du chat dans la famille, dans la fratrie des animaux par exemple, dans les mots qu'il peut avoir, les mots physiques, les mots psychologiques, les accidents, vont faire, à la fois jouer des choses pour la personne, dans ses émotions bien évidemment, comme le cas du chat dont on parle, ils ont vécu ça comme un traumatisme, mais également, pour, ne serait-ce que par la place que le chat a ou sa maladie par exemple, va, nous parler de nos ascendants, de nos aînés, qui pourraient finalement faire rejouer un truc familial à travers, le ce qu'ils peuvent vivre dans leur histoire. Donc je vous laisse, repartir vers cette vidéo que je mettrai en ligne bientôt et elle va vous passionner. Mais là, Laetitia disait que quand dans les cas de disparition d'animal comme ça, elle dit que le chat notamment est un animal, qui choisit le lieu de vie, ça on le sait, mais qui en partant, va faire vivre à la personne, mais d'une façon peut-être, c'est l'enseignement qu'il porte pour la personne, va lui faire vivre, sa dépendance, son histoire par rapport à ça, la souffrance de la disparition et le fait de petit à petit travailler sur ça, accueillir ses émotions, enfin le vivre quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant de faire partager cette petite histoire. Mmh. Tu sais, c'est fou parce qu'il y a un nom qui m'est revenu là pendant que t'écoutais parler, et c'est revenu de très, très loin parce que je l'avais complètement oublié ce nom-là. C'est Corinne Dupérat. Est-ce que tu connais Corinne Dupérat? C'est Eh qui bien, ça? c'est pareil, Corinne Dupérat, donc c'est quelqu'un qui fait de la communication intuitive animale, hein. D'ailleurs son site c'est, connexion-intuitive.com. Et pourquoi ce nom-là m'est revenu? Parce que, bien, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant, plus d'une dizaine d'années. À l'époque, j'ai, ma fille qui faisait, du CSO. Est-ce que tu vois ce que c'est du CSO? Non, non. C'est, une pratique, équestre, qui consiste tout simplement à franchir des obstacles. Tu as pu le voir pendant les Jeux olympiques, où les grands cavaliers, sautent des barres très, très hautes. Et donc j'ai une fille qui quand elle était ado, faisait vraiment beaucoup, beaucoup de concours de saut d'obstacles et à un très haut niveau. Et un jour, elle devait aller à un concours à Gaillon. Elle avait déjà été à ce concours-là, Gaillon, donc c'est en Normandie, et ça s'était plutôt mal passé l'année précédente. Et je sais pas, moi je le sentais pas bien, parce que ça reste quand même un sport qui peut être dangereux, hein. Il y a des chutes régulièrement, il y a mais je crois même aux Jeux olympiques, il y avait le témoignage d'une jeune femme, qui, non, c'est d'un jeune homme dont sa copine était, décédée, était tombée du cheval, le cheval était tombé sur elle, elle était décédée et ses parents, avaient voulu, poursuivre l'œuvre de sa fille, avaient donné le cheval à son ami, d'autres l'auraient peut-être abattu, eux, ils ont préféré donner le cheval à son ami et ce cheval-là finalement a fini, je crois sur l'un des podiums, olympiques. Donc voilà, ça c'est une belle histoire malgré le côté triste et donc voilà, c'est un sport qui est dangereux et moi j'avais une très mauvaise intuition par rapport à ce concours-là. Très clairement, j'avais pas envie qu'elle le fasse, mais bon, voilà, elle voulait y aller, elle voulait y aller et au moment de partir, on avait un chat, qui, chez nous vivait à la maison. Mais c'était, le chat pépère, il sortait jamais dehors, même si on est à la campagne, c'était un chat intérieur. Et va savoir pourquoi, ce jour-là, il s'est, échappé, par la fenêtre et impossible de le trouver. Donc tu imagines, ma fille, ado, mon chat», en pleurs, quoi, elle était dans tous ses états. Donc forcément, autant te dire que le concours,
Et on n'y a pas été parce qu'elle n'était pas en état de le faire. Voilà. Sauf que le chat, bah, il avait complètement disparu. Et du coup, c'est là où je me suis mis en relation avec Corinne Dupérat, qui était une amie d'une amie commune, et bah, qui s'est connectée au chat. Moi, je me suis dit, bon, le chat, il est mort, hein, malheureusement. Et elle me fait, non, non, ton chat, je sens qu'il n'est pas parti. D'accord, il n'est pas parti, mais il est où? Non, non, je sens en souffrance, mais il n'est pas parti. Bon, écoute, le chat, on le cherche, on le voit pas. Les jours passent, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et j'ai un coup de fil de la mairie. Oui, monsieur Antoine, nous avons retrouvé un chat avec un petit collier gris, parce que j'avais téléphoné moi à un moment donné à la mairie en disant mais on a perdu notre chat. Voilà. Donc est-ce que ce serait le vôtre? Bah, écoutez, je sais pas, je vais aller voir. Et c'était le chat, voilà, qui s'était enfui. Et puis va savoir pourquoi. Bon, il s'était perdu, je pense. Et du coup, il a été retrouvé 3 mois plus tard. Bon, l'histoire se termine quand même mal, malgré tout, ce côté-là. C'est en fait ma fille, dans son grand malheur, me disait: «Ah ouais, mais tu sais, comme elle pensait qu'il était mort, elle aurait aimé le revoir, tu vois, pour pouvoir lui dire adieu, lui faire un gros câlin, et cetera». Et ça faisait vraiment trop. Son vœu s'est exaucé. C'est effectivement, le chat est revenu. Elle a pu le revoir, lui faire un gros câlin, et cetera. Malheureusement, 2 jours plus tard, il s'est à nouveau enfui, il a traversé la route, il s'est fait écraser. Fin de l'histoire. Oh, Je sais, c'est c'est un peu rude. Une histoire un peu rude, je suis désolé. oh Je là vais là, faire pleurer tout le monde. oh ouais, un Mmh. petit peu, oh ouais. Mais quand même, la moralité de l'histoire. Moi, je pense, au plus profond de moi, Mmh. c'est que le chat, il avait une mission. Et sa mission, c'est qu'elle ne participe pas à ce concours. Parce qu'effectivement, il y aurait eu un malheur. Voilà. Donc le chat, il était venu, il avait sa mission qui c'était venir la protéger, passer, éviter d'être présente à ce concours. Et puis, beh, une fois qu'il avait rempli sa mission, il lui a donné un petit bonus qui était, «Bon, beh, je suis toujours là pour te dire au revoir», et après il est parti. Beh, c'est vraiment ce que dit Laetitia Serrano. Elle parle effectivement de mission auprès de nous, de nos animaux. Et j'ai aussi vécu quelque chose, pas tout à fait équivalent, mais avec ma chienne Ray, qui est un beau berger blanc suisse. J'ai, alors cette histoire, elle commence, pas tout à fait bien non plus, mais elle finit bien. Contrairement à quelqu'un que je connais, qui nous fout des pas happy end. Moi, j'en ai. Désolé. J'étais avec mon fils en train de regarder la télé. On regarde des séries et des films, sur une plateforme que tout le monde connaît. Donc on regardait, notre petite série, et là, alors à l'époque, j'avais un deuxième chat, donc une autre chienne. Enfin, pas une deuxième, c'était une autre chienne. Et donc on entend un bruit parce que j'avais accroché sur la poignée de la porte d'entrée. Parce que je voulais absolument sortir mon sac rempli de bouteilles en verre là, tu vois? Enfin les pots de verre. Donc j'avais, accroché mon sac plein de verre, et là on entend clac avec les bouteilles qui et les pots de verre Bah, qui tombe, ouais, qui qui tombent, bouge, qui qui bougent. brimboloque. Ouais, donc la chienne est partie en courant. Là on se dit: et quelqu'un essayait de rentrer. Donc mon fils et moi, comme ça, les chocottes, bien évidemment. Moi, je suis pas bien, je vais chercher un katana, c'est-à-dire un beau sabre japonais,
parce qu'il y a plusieurs années, j'ai fait, des arts martiaux et quand on passait ceinture noire dans notre art martial, on avait le droit à un beau katana. Donc j'avais mon beau katana. Donc je suis allée chercher mon katana en disant, «S'il y a quelqu'un qui vient, je ne sais pas ce qui lui arrive. S'il a envie de tester, savoir s'il y a une vie après la mort, bah, qu'il essaye de rentrer, quoi. Il va faire ta sa petite EMI peut-être». Et mon fils est parti chercher un couteau de cuisine. On était comme ça, hein. Et puis, j'ai appelé la police, bien évidemment. Ils sont venus, ils ont fait le tour du quartier et effectivement, en faisant le tour du quartier, il y a un de mes voisins qui a lui aussi entendu quelqu'un qui essayait de rentrer dans son jardin, dans son garage et donc le chien aboyait parce que lui, son chien ne s'est pas barré, contrairement à la mienne. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis: «Bah non, non, toi tu sers, de câlin, c'est très bien, Tu mais sers à rien, tu découpes ton chien. pas rien! Que dalle! Donc je vais te ramener un autre chien». Alors je cherche et moi j'aime beaucoup les chiens de berger. La chienne que j'avais, je l'avais adoptée à la SPA. Mais j'aime énormément les chiens de berger. Ma fille ayant, des gros coups de cœur pour, les bergers blancs suisses, je suis partie sur un beau berger blanc suisse. J'appelle pour réserver un berger blanc suisse. Il m'en faut un rapidement. Un bébé que je peux élever. Et là, on me dit: Non, non, enfin, je cherche partout si tu veux et il y avait pas de portée, il fallait réserver, je tombe sur un site, un super truc, et les portées étaient réservées 1 an, 2 ans à l'avance. Et puis là, j'appelle et là, on me dit: «Vous avez de la chance, on a eu 2 belles portées de 10 chiots et là, il y en a un qui reste, c'est une petite chienne». J'ai dit: «OK, banco, c'est pour moi». Et cette histoire est très, très belle parce que le lien que j'ai avec ma chienne Rei, c'est le prénom que mon fils a choisi, prénom japonais, est vraiment particulier. On dirait, on est vraiment reliés. Et cette chienne, un jour, j'ai eu à traverser un moment très, 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 très dur de ma vie. Vraiment excessivement dur. Donc j'étais très, très mal. Mais elle était toute petite. Elle venait d'arriver dans ma vie. Il y avait quoi? Une semaine qu'elle était là. Et moi, je savais qu'entre le 0 4 mois, il fallait qu'elle vive le plus d'expériences possible pour qu'elle soit stable, qu'elle ait, vu plein, plein de choses et donc je m'obligeais à lui faire, à la sortir, à lui faire rencontrer des chiens, des chats, des enfants, la gare, des escalators, tout ce que tu veux pour qu'elle ait le plus d'expérience entre ses 0 et 4 mois. Et donc elle m'a obligée par sa présence et le fait que je devais m'occuper d'elle, elle m'a obligée à aller mieux. Tous les jours, je suis sortie et j'ai marché et je me suis occupée d'elle et ça m'a sortie de ce moment, avec des circonstances de vie, très, très difficiles. Donc belle Bah, c'est histoire. une belle histoire et tu sais que Rey, c'est l'héroïne de la deuxième saga Star Wars, donc 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, voilà. Qui a un beau sabre laser. Voilà, L'histoire a commencé avec un sabre, l'histoire se termine c'est avec ça. Et puis quand on rappelle aux amis que tu es la réincarnation d'un gladiateur, hein, bah, ça nous étonne pas de te savoir avec ton katana en train de te promener dans ta maison. un gladiateur, mon ami Antoine et un guerrier à l'époque du Moyen Âge qui ressemble fortement à Godefroy de Bouillon. Qui est quand même quelqu'un qui avait son épée et dans mon histoire à moi, personnelle, qui ne se retrouve pas dans Godefroy de Bouillon, mais dans l'histoire que j'ai vécue, il y avait la transmission d'une épée. Voilà, la boucle est bouclée. Bon, eh bien merci, Natacha pour ces merveilleuses histoires qui sont quand même beaucoup plus, souriantes que les miennes, hein. Je suis je suis désolé, encore une fois. Non, finalement, nos animaux nous montrent qu'ils peuvent nous aider à la fois dans ton histoire et la mienne, parce que moi aussi j'ai traversé des drames, mais du coup, mon chien m'a aidée et là, dans ton histoire, ça a peut-être évité un drame aussi. En tout cas, tu en avais l'intuition. Exactement. Eh bien, figure-toi qu'il y a aussi des drôles d'animaux qui ont été, retrouvés, enfin, sur, des grottes, en Afrique du Sud et
ces drôles d'animaux révéleraient des créatures vieilles de 250 millions d'années. 250 millions d'années. T'imagines? Allez, on va partager le site. C'est le site de Futura qui nous parle de ça. Alors, voilà, c'est donc ce site de Futura qui nous parle de ces animaux-là. Euh, Sachant que les animaux préhistoriques ont disparu donc il y a 65 millions d'années, que les hommes n'ont jamais pu rencontrer d'animaux préhistoriques, hein, on va poser ça comme axiome. Donc, on se retrouve encore une fois avec des peintures pariétales de créatures tout à fait basiques, c'est-à-dire des cerfs, des mammouths, ce genre de choses, mais aussi des créatures un peu plus particulières. Donc je ne sais pas si tu la vois bien cette créature, tu vois? Elle a un grand corps comme ça, elle se redresse sur ses pattes, avant et là on a l'impression qu'elle a 2 grandes, défenses, moustaches, défenses. Donc ils l'ont appelé le morse, sachant que donc on est en Afrique du Sud déjà. C'est un animal qui, visiblement, n'aurait jamais vécu dans ces latitudes-là et qui, serait très proche, de la représentation qu'on aurait des fossiles du Dicynodonte. D'accord. Alors la question donc voilà, ça c'est la représentation Ouais. schématisée, hein, de ce morse. Mmh. Donc la question se pose, c'est, Et dicynodonte, oui, naturellement. ce serait un dicynodonte. Et c'est pareil, c'est la représentation que, nos paléontologues modernes se font de ce que pourrait être un dicynodonte par rapport aux squelettes et aux fossiles qu'ils ont retrouvés. Tu sais, c'est toujours un peu, il y a toujours un peu d'interprétation de chaque scientifique sur la façon dont était réellement représenté, le bestiau, même si, on a le squelette. Donc un dicynodonte ressemblerait à ça et selon, ces tribus, africaines, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc la question c'est: pourquoi est-ce qu'ils ont dessiné un dicynodonte, sur ces parois? Bon, sachez que de toute manière, je ne répondrai pas à la question parce qu'ils ne le savent pas, hein, moi non plus. Chaque émission, je vous pose des questions dont j'ai pas la réponse. On est là pour, se poser des questions et vous poser des questions. Moi, ma question, c'est le mystère: comment un animal peut-il faire autant de kilomètres? Et toi, comment se fait-il qu'on ait pu dessiner ce style d'animal sur des parois à cet endroit-là? Eh bien, allez-y, proposez-nous. Donc voilà, c'est exactement ça, Natacha, heu, alors on peut se dire peut-être qu'ils ont trouvé un squelette, un vieux fossile de plus de 200 millions d'années d'un dicynodonte et puis ils se sont dit: «Mmh, ça pourrait bien ressembler à ça et puis à ça et puis à ça». Donc c'est il ferait une représentation finalement du dicynodonte, mais plus pour les raisons, hem, on va dire classiques. On nous enseigne sur le fait de pourquoi est-ce que nos ancêtres du néolithique, dessinaient sur les cavernes. Bah, c'était pour pouvoir représenter des scènes de chasse, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir, comment dire? Un peu exorciser la bête qu'ils allaient, affronter pour pouvoir prendre du courage. Voilà, tu sais, il y a plein de raisons comme ça qui, somme toute, me paraissent assez logiques. Mais là, un dicynodonte, Si c'en est un, oui, voilà, ça peut être une espèce de grosse limace à mamelle, si tu veux. une grosse Moi, limace je alien, à mamelle, parce une que grosse limace à mamelles, oui, pourquoi ah pas? oui, pourquoi pas, hein? On peut tout imaginer. Dites-nous ce que vous voyez là dans s'il vous plaît. Parce qu'on peut voir un tas de choses, hein, une feuille, peut-être une Des feuille. des Ah, toi tu vois un dicynodonte, mais après tout, pourquoi serait-ce un dicynodonte alors, parce que Antoine? pour le coup, ils ont retrouvé effectivement des fossiles de dicynodontes pas très loin de la grotte Ah, mais tu nous avais pas tout dit, petit malin. Donc ils et ont retrouvé des fossiles de dicynodontes. en tout cas les
paléontologues modernes. Alors, est-ce qu'à l'époque, il y avait aussi des fossiles ou est-ce qu'il restait des dicynodontes? C'est ça la Mmh. vraie question, parce que on parle de l'axiome que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Donc les humains n'ont jamais croisé les dinosaures. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a des représentations, tiens, je suis tombé sur un site, vous devez connaître, ce genre de représentation où c'est dans un fleuve, dans le lit de la Paluxy River, dans le Texas, où effectivement on retrouve là des empreintes de dinosaures, de l'époque, mésozoïque, du Crétacé, avec à côté des empreintes, humaines. Alors, là c'est pareil, hein, il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Ouais, non, c'est du faux, non, c'est du vrai, non, c'est du faux. Bon, mais c'est pas le seul endroit, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, on pourrait faire une émission complète là-dessus, sur, les spots comme ça où il y a des traces d'empreintes humaines et d'empreintes de dinosaures. Donc voilà, c'est ça la question à la base sur laquelle je voulais venir, c'est, heu, est-ce que finalement à cette époque, il restait pas encore peut-être des survivants de dinosaures? D'ailleurs, tu sais, peut-être que Nessie, dans Loch Ness, était un descendant de dinosaures, hein, de la bête celtique. On en a déjà parlé, dans cette émission. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en pense que Nessie, ça peut être, on a tu as une petite tradition dans ton émission qui est la La pareidolie. pareidolie. Merci, j'y arrive plus, j'ai un petit coup de fatigue. Nessie, peut-être une énorme branche, qui flotte, j'avais vu une émission où tu disais ça, enfin que tu avais vu, un cousin de Nessie près de chez toi et Oui, c'était une grosse branche c'est vrai qu'on et on aurait pu faire un fake en disant, «Ah regardez, j'ai vu un» effectivement, tout à un fait. cousin de Nessie. Mmh mh. Ça peut être ça. Maintenant, il me semble, si je dis pas de bêtises, avoir lu que les poules étaient les descendants des dinosaures. Oui, même les oiseaux. Bon, il y a beaucoup de paléontologues qui iraient dans ce sens-là, qu'effectivement tous nos oiseaux seraient, des descendants de dinosaures. Tout à fait. Mais moi, j'aimais bien l'histoire de la poule parce qu'on parle D'accord. toujours de la poule. Mmh mh. Voilà. Qui était là avant? C'était ma petite transition. Et c'est pour ça que je parle de poule. Ouais, je comprends bien. Parce que si on fait de l'oiseau, qui est là avant, l'œuf ou l'oiseau, ça marche aussi, mais on a l'habitude de parler des poules. Donc effectivement, moi je trouve ça super intéressant. Je trouve d'ailleurs que les crocodiles ont un aspect bien dinosaure. Alors pourquoi je voulais te montrer effectivement donc cette figure pariétale? Parce que, eh bien je voulais vous en montrer une autre, une photographie que moi j'ai prise, c'était en 2012. En 2012, c'est dans le musée du Quai Branly, ils avaient fait une exposition Dogon et sur l'exposition, lors de cette exposition Dogon, ils avaient présenté donc plusieurs objets, d'origine, Dogon et ainsi qu'une photo prise, il y a plus de 50 ans, par je ne sais plus quel, explorateur, on va dire, justement d'une œuvre pariétale Dogon et bah, je voulais te la partager parce que je suis sûr, maintenant que j'ai perçu ton système de pensée de pareidolie, je suis sûr que tu vas voir des choses intéressantes, dont une, j'en mets ma main à couper. Allez, je partage la photo et après on reviendra un petit peu sur les Dogons. Tu vas voir, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pendant que tu partages la photo, je vais émettre une hypothèse sur les dessins que tu as vus sur les grottes. J'ai fait un article sur les psychédéliques, les thérapies psychédéliques, donc l'utilisation des plantes entéogènes, donc qui signifie la reliance à plus grand, à Dieu, tu vois. Les plantes psychédéliques, quoi, donc les substances hallucinogènes. Et dans les peuples premiers, chez les peuples premiers, ils l'utilisent pour avoir accès à différents niveaux de conscience et faire des voyages. Alors, c'est bien sûr l'homme médecine ou la femme médecine qu'on appelle communément chaman, mais chaman, c'est utilisé pour un certain type de culture.
donc on va dire l'homme médecine, la femme médecine, qui utilise ça et qui va voyager sur différents plans de conscience. Pourquoi ne pas imaginer que ça pourrait être des rencontres faites sur d'autres plans d'animaux disparus? Pourquoi pas, effectivement. Ils se Mmh, sont connectés, à un passé lointain ou sur un autre plan, comme tu dis, à des animaux disparus et les auraient représentés. Écoute, c'est une explication que je ne balaye pas du revers de la main. Pourquoi pas? Mais par allez. contre, du coup, tu vas pouvoir m'expliquer cette vision-là Ouh de là! nos Ah oui, amis Dogons, ah oui. Ah bah dis donc. Ah c'est impressionnant ça. n'est-ce pas? Oh attends. Ah ouais. Qu'est-ce que tu y vois? D'abord avant de parler, moi je voudrais que nos amis dans le chat, pour l'émission de ce samedi-là, nous racontent ce qu'ils voient. D'abord, qu'est-ce que vous voyez vous? Parce que moi je vois plein de choses en bas là, hein. Je vois un épi de maïs ou alors un bus, en bas là. En bas par là? Ça là, c'est intéressant ça, les petites cases. Mmh. Et il y a plein de choses écrites, partout. Alors ça peut être, un alphabet, ça peut être, je vois une espèce de cerf en bas là et encore un cerf, tiens. Là, tu sais, À ce et niveau-là? ouais, à ce niveau-là. Mmh. Là, il y a des maisons, des petites Ouais. maisons autour, des arbres, des huttes, des gens, Mmh. heu, des immeubles, C'est ça, ouais. ouais, Moi, c'est exactement ce que je vois. Je vois carrément, effectivement, des immeubles. ouais. Alors effectivement, on pourrait se dire, des en forme de hutte, pourquoi pas, mais des immeubles. Je vois limite des antennes, Ouais, des tu vois? antennes, ouais. Mmh. Alors pourquoi est-ce que, les D'arbres, des Dogons, ouais. auraient mis des antennes sur leur hutte? Là, ici, je vois malheureusement des missiles. Ah, tu vois des missiles? Ah carrément. Là, moi, je vois 2 missiles là qui descendent là. D'accord, pour toi, ce sont des missiles, OK. Mmh. Tout à fait. D'accord. Ici, alors pour le moment, on le voit pas bien, mais par là, il y a un petit djinn de planqué. On le voit mieux là, celui-là. Hein? Ah, dis donc! OK. Effectivement, ouais. Mmh. Ah ouais, à côté, il y a, mais ça peut être de l'écriture aussi à côté là, À hein? côté, ça pourrait être des écritures, effectivement. Il y Tu a vois, là, il y inscrit a encore un truc qui tombe là. ouais, Ici, effectivement, ça pourrait être des écritures. ça fait très, ouais, écriture pas d'ici en fait, hein. Ouais, et il y a un élément que tu ne peux pas louper, Natacha. Alors, je peux Il louper est parce que figure-toi que j'ai un gros halo de lumière là et je suis éblouie donc je ne vois rien du tout. grand les yeux. Je te Allez, j'ouvre grand les yeux, mais je t'assure, je le fais depuis tout à l'heure. Qu'est-ce je que je tu je vais vous indiquer la direction, c'est par là. oui, c'est par là pour toi, ça veut vraiment dire par là dans Ça veut pas forcément dire par là pour toi, effectivement, par ici, là. Est-ce que tu non, vois bah, non, quelque c'est ch sens est-ce que tu inverse. vois quelque chose? À mon sens où ça? À gauche, enfin à gauche de l'écran du coup? Regarde, je zoome, je zoome, je Oui! Ah zoome, bah oui! je zoome, je zoome. Ah moi c'est mon Tardis. On est d'accord, il y est. C'était une cabine téléphonique, mais en bas aussi, tu vois? Ça pouvait être un peu le bah, pas tout à Bah, fait non. alors pour ceux qui verraient pas, bougez pas, j'arrive. Alors j'ai pris la petite, mais j'aurais pu prendre la grande, hein, qui est un peu Ah ouais, c'est si ça. si là, on n'a pas le Tardis, hein? On est des grands malades. Moi, je te le dis, voir un Tardis sur une paroi, faut le faire. Sur une paroi de On s'est pas Dogon. parlé avant, hein, elle découvre, hein. Moi, je voulais Ah savoir si effectivement elle le voyait ou pas. non, on Mais s'est pas parlé avant, on n'a pas préparé cette émission-là avant, non. voilà, c'est Je comment ne bosse pas voir un Tardis, quoi? C'est je vois un Tardis. voilà, Ah et et là puis en de plus, on dirait qu'il se déplace, alors mais c'est oui, oui, mais il vole, c'est en plus, c'est ça, on sent le mouvement du Tardis qui oui, tu parce sais, qu'il qui est est en sur la train ouais, voilà, parce que Doctor Who, rappelez-vous, il intervient, sur, quand la Terre est en danger et là, la Terre, elle est en danger, non, c'est clair. hein. C'est complètement incroyable cette photographie. C'est génial.
Alors, bon, du coup, les Dogons, parce qu'à un moment donné, il faut savoir qui sont les Dogons. Peut-être que vous connaissez pas qui sont les Dogons. Alors, les Dis-moi tout, Dogons, qui sont les Dogons? bah, déjà, c'est un peuple qui est pas si, vieux que ça, hein. C'est un peuple qui, a émigré, du Mali, entre le 11e et le 13e siècle et ils vivent dans ce qu'on appelle le pays Dogon, c'est-à-dire c'est une grande, zone, qui est, coincée entre la falaise, de Bandiagara, donc qui est au Mali et ça va jusqu'au sud Niger, voilà. En fait, pourquoi les Dogons sont si importants? Parce qu'il y a une grande légende derrière les Dogons qui aurait été, colportée par un auteur, hein, qui s'appelle Robert K.J. Temple, qui en 76 aurait écrit, The Sirius Mystery et dans cet ouvrage, bah, tout simplement, il indique la connexion du peuple Dogon avec des extraterrestres venus de Sirius, de forme, amphibienne, je crois de mémoire. Voilà, c'est ça. Bon, bien entendu, cette théorie a été complètement démontée par les scientifiques, mais on va quand même essayer de la creuser un petit peu cette théorie. Pourquoi, est-ce que ce alors je ne sais pas s'il était explorateur, Temple. En tout cas, cet écrivain a essayé de faire cette connexion avec Sirius. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Dogons donc, heu, ont été colonisés au début du XXe siècle. Donc forcément, les scientifiques disent: «Beh oui, cette histoire de Sirius, ils l'ont apprise à l'école». En fait, dans leur cosmogonie, ils ont, plusieurs choses. Ils ont un dieu créateur qui s'appelle Amma, qui a créé, la planète et les étoiles en lançant des boulettes, de terre dans l'espace. Il a créé la planète, il s'est accouplé avec la planète, il a créé, un homme et puis après il a créé des jumeaux et puis il a créé toute une, 8 familles, voilà, pour, peupler la planète. Et alors en 1931, tu as 2 ethno-anthropologues français, Marcel Griol et Germaine, Dieterlen, qui vont, voyager, en Afrique et rencontrer, les Dogons pour partager, carrément leur vie. Et en 1946, une fois qu'ils ont été bien acceptés, les Dogons leur expliquent leur, cosmogonie et donc, comme ils viennent de passer en 1944 une fête qui ne se produit que tous les 50 ans, nos 2 anthropologues essaient de comprendre, à quoi correspond cette fête qui s'appelle la fête de Sigi et là les Dogons leur expliquent qu'ils fêtent, eh bien, justement l'apparition dans le ciel d'une étoile naine, alors ils emploient sûrement pas ce terme-là, hein, d'une naine blanche, pardon, qui est, la copine de Sirius, c'est Sirius B. Donc comment est-ce qu'ils comprennent ça les anthropologues? C'est parce que les Dogons leur font un grand dessin sur le sol qui représente la constellation du Chien et ils indiquent, clairement, l'étoile de Sirius, qui est sur cette constellation et une étoile plus petite qui gravite autour, qui est, Sirius B. Sirius B qui a été découverte qu'en 1862, hein, de mémoire. Donc les Dogons pouvaient effectivement connaître cette étoile Sirius B, par peut-être les colonisateurs, qui les avaient instruits au début du XXe siècle, mais bon, à l'école, on ne parlait sûrement pas d'astronomie, clairement et sur encore moins de Sirius B et puis, quand on cherche beaucoup plus loin, ben, on s'aperçoit qu'ils ont toujours eu, cette fête, de Sigi dans leur tradition. Elle n'est pas apparue au XXe siècle, hein, elle a toujours été là. Donc comment est-ce qu'une peuplade africaine, heu qui n'avait pas de technologie, bon même si effectivement on a l'impression de voir des petites antennes, hein, sur leur leur chapeau. Tu as l'impression de voir des petites antennes. Je n'ai pas l'impression de voir des petites antennes. Donc comment cette peuplade africaine pouvait connaître l'existence, de Sirius B, bien avant sa découverte,
à la fin du 19e siècle et heu et surtout, et c'est là le plus intéressant, c'est qu'il parle aussi, il parlerait en tout cas dans leur représentation, d'un Sirius C. Il y aurait encore un un autre, en fait, cette étoile Sirius B, elle serait pas seule, elle serait double et aujourd'hui Sirius C n'existe pas. En tout cas, on l'a pas découverte. Il y a certains astronomes qui auraient calculé effectivement, la possibilité de son existence, mais pour le moment, on ne l'a pas encore capté, hem, à travers nos télescopes, Hubble et compagnie. Donc, bah, le jour d'ailleurs où on découvrira l'existence de Sirius C, là, on pourra plus, crier à l'imposture et ça démontrera vraiment que, nos amis Dogon avaient leur connaissance, ont obtenu leur connaissance d'une façon qui dépasse, la simple observation. Voilà. C'est très étonnant. Mais ça me rappelle quelques articles, tu sais que j'ai travaillé il y a pas si longtemps que ça, dans une autre revue qui s'appelait OVNI Sciences et Histoire. Donc ce sont des choses que j'ai entendues parce que les pratiques de certains peuples premiers, je te parlais tout à l'heure de leurs pratiques, chamaniques, donc avec des ouvertures de conscience. Eh bien, certains les relient aussi avec, justement des capacités de connexion avec des êtres qui ne seraient pas terrestres. Et pour ma part, ça me fascine parce que ça m'envoie vers un autre article que j'ai écrit, une autre interview avec Nicole Dron, dont je t'ai déjà parlé. Cette fabuleuse amie que j'ai, qui est très connue parce qu'elle a fait une expérience de mort imminente il y a longtemps, 1968. Et dans cette expérience de mort imminente, elle a vu un tas de choses. Alors, je te passe les détails de tout ce qu'elle a vu. Si les amis, ça vous intéresse, je vous renvoie au livre de Nicole Dron, 45 secondes d'éternité, ou à toutes les vidéos qu'elle a faites. Il y en a quelques-unes sur ma chaîne, mais il y en a plein ailleurs où elle raconte aussi son expérience qui est extraordinaire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Nicole m'a raconté et a raconté aussi en conférence. Mais là, pour le coup, on en a parlé toutes les 2. Elle m'a raconté une expérience particulière durant ce moment-là, où c'était une expérience de mort imminente. Je précise, un petit peu quand même, tout le monde sait ce que c'est les expériences de mort imminente, Tout le monde, oui. tout le monde. Alors dans ce moment particulier, elle s'est vue dans un vaisseau extraterrestre avec des grands blonds, mais elle a vu aussi que la Terre, on lui a dit qu'elle, elle venait d'ailleurs et c'était de Vénus. Elle se posait des questions, comment c'était possible? Est-ce que Vénus, ce serait un autre plan de conscience? Enfin voilà, elle s'est posé vraiment beaucoup de questions. C'est là où moi j'ai rassemblé des éléments de mes différents articles justement en me disant: «Effectivement, quelquefois, on parle d'esprit, on parle d'entités, de guides, d'anges et quelquefois on parle d'extraterrestres, et c'est vrai que si on était, si on est aujourd'hui, qu'on voit des phénomènes comme des boules un petit peu particulières, où on se dit: «Ce sont des extraterrestres», mais si on se reporte à une autre époque, bien en amont de notre époque, on va voir des apparitions de Marie, des apparitions enfin, voilà, il y a un tas de choses, qui peuvent être reliées à notre culture et donc pour revenir à ce que disait Nicole, elle disait que dans la Terre, elle avait vu aussi que la Terre était à certains endroits qu'elle était creuse et qu'à ces endroits-là, on faisait des expériences, donc des expériences génétiques. Elle sentait que c'était pas très, très, très donc, là, on repart effectivement sur toutes les hypothèses qui sont posées. On va peut-être pas développer là-dessus parce que autrement l'émission sera trop longue. C'est ça, on pourra développer effectivement là-dessus, une prochaine fois et il y aura plein de prochaines fois qui nous en donneront l'occasion. J'en profite d'ailleurs pour, saluer, notre vénusienne de la chaîne, hein, Lily Rose, avec ses sagesses vénusiennes qui devrait revenir, heu, pour, une nouvelle saison, cet automne 2024,
Voilà, ça c'est le petit scoop de la soirée, vu que tu parles de vénusienne, j'en profite. On embrasse, Lily Rose et juste pour finir du coup sur le sujet, pour être précis, parce que je retrouvais pas l'info, concernant Sirius C, effectivement les Dogons, la nomment Emmaïa ou Sorgo, voire l'étoile des femmes. Ils disent que cette étoile a une période de révolution de 32 ans autour de Sirius A. Elle a une orbite elliptique très excentrique et elle est perpendiculaire à celle de Sirius B. Donc c'est quand même très précis, hein, dans leurs indications. Donc pour le moment, Sirius, C n'a toujours pas été découverte, même si, des astronomes comme, Jean-Marc Bonnet-Bidault et Cécile Gris soupçonnent l'existence effectivement de cette étoile double. Mais, voilà, l'histoire nous le dira. En tout cas, vraiment la culture Dogon, elle est passionnante et puis quand on se dit quand même qu'ils ont rencontré le Docteur Who, moi je dis: «Ça claque». Voilà Natacha, bah, écoute, j'espère que tu as passé une bonne émission et vous aussi les amis, j'espère que vous avez passé une très bonne émission en notre compagnie. Nous, bah, voilà, on s'est régalés. En tout cas moi je me suis régalé, Ouais, voilà. on s'est régalé et je pour, me régaler à voir vos commentaires, à voir ce que vous racontez dans le chat et toutes vos hypothèses. Voilà et j'en profite aussi pour dire que Natacha a posté sa conférence, la conférence que tu as faite aux rencontres, de Pimpon, chez Damian. Rappelle-nous le sujet de ta conférence, le titre? Le sujet, c'est comment changer sa vie avec l'accueil des émotions. Quand on traverse des émotions, on traverse des choses plus ou moins difficiles, des épreuves. Et c'est la pratique que moi j'utilise pour moi, c'est la pratique que j'utilise aussi en séance. Je suis thérapeute psychocorporelle et j'explique un petit peu l'origine de la souffrance, rien que ça. Voilà. Allez, mais Natacha, merci, passe, une très bonne semaine et un très bon week-end, et puis on se dit, rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine Antoine, rendez-vous à tous pour une nouvelle émission, un petit mimi. On va ch vous trouver, des petites infos. Dites-nous un petit peu, moi c'est ce que j'ai envie de savoir, ce qui vous intéresse aussi. Dites-nous si vous avez envie qu'on développe certains sujets, puis on ira fouiller. Voilà et puis si, tiens, on va aussi vous annoncer qu'on va faire une spéciale Halloween Ah oui! et si vous voulez participer, si vous avez des histoires, inquiétantes, des histoires vraies qui vous sont arrivées ou des histoires dont vous avez connaissance et si vous voulez en parler, donc soit vous nous envoyez un petit mail à lejournaldbn@gmail.com pour nous raconter l'histoire et si le cœur vous en dit, vous pouvez même nous envoyer une petite vidéo où vous nous racontez l'histoire, puis on la mettra en ligne et puis si vraiment vous avez envie, vous pouvez même passer la soirée avec nous et on en parlera, sur la chaîne, on enregistrera ensemble, voilà. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, vous nous envoyez un petit mail sur lejournaldbn@gmail.com. On essaye de se déguiser, hein. Costumé. Nous Ah sommes pardon, costumés, très cher. oui, excusez-moi. Allez, bisous, à très bientôt. Bye bye. Pourquoi
ne pas émettre l'hypothèse que ça pourrait être un des voilà, des animaux, ça pourrait être un des animaux oh putain, pardon. Ah! Excuse-moi, je suis fatiguée. Tu mets pas ça dans les non! Non, non! Tu arrêtes de me griller. C'est mort, tu es grillé, tu es grillé, qu'est-ce que je te dis? Mais je mettrai aussi des crocodiles. Ouais, puis les substances hallucinogènes aussi, hein, quelques petits Voilà. champis là. Donc, des animaux? Non, c'est pas des chapeaux. Ah non, c'est pas des chapeaux. Si, c'est des chapeaux. C'est des chapeaux totems, ouais. Mais, c'est ça qui pourrait être représenté, tu sais, sur leur, toi Ah tu vois les petites antennes, là où je voyais des antennes? non, là où tu voyais des missiles? C'est une Ah ou tête avec, des trucs là? ouais, mais il y avait quand même bien la forme d'un missile, hein. Il y avait l'arrondi du missile, alors que là, ça Ouais. ressemble plus à des antennes. Toi, tu vois des antennes, toi? Ah oui, là, je vois des antennes. Moi, je vois pas des antennes. Toi, tu vois des bonhommes comme ça. Exactement, que ça. Ouais, je vois Léonard de Vinci avec les bonhommes comme ça. Je trouve d'ailleurs que les crocodiles ont un aspect bien dinosaure, pour moi. Chaque Alors, fois que je vois des crocodiles, je vois un dinosaure. les les crocodiles, sur le bord du Nil. On Nana, ne n'en parle parlons plus, n'en plus. parlons plus. Chantez avec nous. Toi, tu as encore le covid. Il est parti dans tes neurones, je ne sais pas ce qu'il a fait.